Bienvenue dans Cocktail The Conv, la convention non conventionnelle pour photographes et vidéastes de mariage. Cocktail The Conv, c'est bien plus qu'un simple événement. C'est une véritable immersion dans une communauté unique, dédiée à l'art de l'image, au partage et à la créativité. Née d'une envie de rassembler des passionnés de l'image dans une atmosphère conviviale, Cocktail The Conv est devenu un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui cherchent à se réinventer et à repousser leurs limites. À Cocktail, chaque détail est pensé pour offrir bien plus que des conférences et des rencontres professionnelles. Un espace pour se retrouver, ce n'est pas seulement un endroit où on apprend, mais où on crée des liens, que ce soit lors des conférences, des soirées ou des moments de détente. Tout est fait pour que chacun se sente bien et trouve sa place. C'est des moments de partage authentiques. Cocktail, c'est une vraie communauté de photographes et vidéastes qui partagent leurs défis, leurs réussites et leurs doutes, souvent isolés dans leur quotidien. Ici, on échange, on s'inspire, on évolue ensemble. Des conférences et masterclass de qualité. Nous accueillons des experts renommés qui viennent partager leur savoir-faire et chaque intervenant est choisi pour son parcours unique et sa passion contagieuse. Et tout ça dans un format immersif. Cocktail, c'est aussi une ambiance chaleureuse avec des colocations et des soirées organisées pour approcher les participants, offrant un environnement où l'apprentissage rime avec plaisir. Pour cette édition, nous avons mis les petits plats dans les grands avec des interventions de professionnels reconnus et un village des marques pour découvrir les dernières nouveautés. C'est l'occasion de mixer les idées et de shaker la créativité dans une ambiance où chacun peut venir tel qu'il est. Aujourd'hui, dans cet épisode de notre podcast Cocktail, nous allons explorer en profondeur l'univers d'un duo talentueux qui incarne parfaitement l'esprit cocktail. Alison et Adrien. Un duo aussi complice qu'aspirant, amoureux, associés et meilleurs acolytes, ils partagent une passion vibrante pour l'image et un talent unique pour capturer des histoires. Ils sont l'équilibre parfait entre le cinéma et le voyage. Adrien, grand passionné de l'univers de Tolkien et du cinéma, maîtrise l'art de donner une âme visuelle et sonore aux moments les plus intenses. De son côté, Alison, voyageuse aguerrie ayant parcouru 92 pays, apporte une richesse culturelle et un regard affûté, forgés par des expériences à travers le monde. Ensemble, ils créent une symbiose parfaite pour transformer les mariages en véritables récits immersifs. Aujourd'hui, ils vont nous parler de leur vision de la photo et de la vidéo de mariage profondément inspirée par le 7e art. On va plonger avec eux dans leur univers où la composition, la lumière, les couleurs et même les sons s'entrelacent pour raconter une histoire unique et marquante. Avec une sensibilité cinématographique qui leur est propre, ils nous montreront comment le cinéma inspire chaque étape de leur travail, de la prise de vue au montage final. Préparez-vous à découvrir comment photos et vidéos deviennent entre leurs mains les clés du souvenir indissociable et complémentaire. Bienvenue Alison et Adrien. Salut. Bonjour. Salut. Salut Sylvain, salut Audrey. Salut! Comment ça va ? On va bien. Bah super, heureux d'être là, avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler du 7e art comme clé du souvenir avec vous. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, de ce qui vous a conduit à travailler ensemble en photo et en vidéo? Tu veux commencer ? Je commence. Allez. Eh bien, on s'est rencontrés il y a tout juste 3 ans, au Kikas. Quasiment jour pour jour, ouais. Voilà, on va commencer par là, parce que notre histoire, c'est ça, en fait. C'est une rencontre pendant une formation vidéo. Donc, c'est loin d'être anodin. Étant photographe, j'avais vraiment envie d'explorer un petit peu plus ce médium. Et je l'ai tellement exploré que je suis repartie avec un vidéaste. Et ça s'est fait très naturellement après l'idée de travailler ensemble, du coup. Bah en fait, c'est notre histoire, tout s'est fait de manière naturelle et spontanée. Et voilà, on s'est mis ensemble rapidement, on a même habité ensemble très rapidement et on a eu forcément l'envie surtout de travailler conjointement, main dans la main. Et surtout, voilà, moi, par Alison, j'ai découvert autre chose, en fait. Je commençais un peu à me lasser de la vidéo de mariage. Et l'arrivée d'Alison m'a permis de donner un coup de boost à cette partie-là et de voir une autre vision, en fait, par rapport à la photo. C'est-à-dire vraiment de m'inspirer des photographes et sortir un petit peu de ce qui se faisait dans la vidéo. Et puis, comme ça, d'ajouter des touches supplémentaires à mon travail par rapport à la photo. Et puis, et inversement. Toi, avec le regard de vidéaste, tu as aussi adouci mon travail, qui avait un certain style et une certaine ligne éditoriale jusqu'à présent, qui était plutôt sur 100% documentaire, pris sur le vif, peu d'émotions, enfin en tout cas d'émotions au sens émouvante, parce qu'il y avait des émotions mais plutôt joyeuses, festives, peut-être des fois un peu trop trash même,
Du coup, voilà, il a vraiment apporté cette vision. Et ça, c'est grâce à la vidéo. Donc, tous les deux, on est venus avec des outils et on a vraiment scindé notre complémentarité professionnelle. Et aujourd'hui, je pense qu'on avance encore là-dedans et on affine un peu plus là où on veut aller. Voilà, pour résumer. On pourra jamais dire avec Sylvain que c'est trop trash. On pourra jamais. Non, c'est jamais assez trash. Non, je plaisante. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans le cinéma au point de tout simplement l'intégrer à votre approche, autant de la photo que de la vidéo de mariage? Alors le cinéma, c'est un vaste sujet. Enfin, moi personnellement, ça a toujours été une passion depuis que je suis gamin. Surtout, ça a commencé en 2001 avec l'arrivée du Seigneur des Anneaux au cinéma, forcément. Je suis un immense passionné par l'univers, par les films. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai eu le déclic et me dire, en fait, ce qui me plaît dans le cinéma, c'est pas tant... je peux pas dire que je suis passionné de cinéma, j'ai pas la culture cinématographique comme certains l'ont. Je connais pas tous les réalisateurs, tous les cancans qu'il peut y avoir dans ce milieu-là. Ça m'intéresse pas. Ce qui vraiment m'intéresse, c'est l'émotion qui est véhiculée par un film, en fait. C'est de dire, à partir d'une idée, on va arriver à créer une œuvre cinématographique, créer de l'émotion en juxtaposant les images, le son, la musique, et arriver à toucher les gens et à procurer des choses qu'on ne connaissait pas avant. C'est-à-dire, pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au cinéma. Jusqu'à en faire mon métier finalement il y a 6 ans maintenant, et à franchir le pas et à me dire en fait je peux vivre de cette passion là, parce que jusqu'avant on me déconseillait de me lancer dans ce milieu là. Il fallait un vrai métier, enfin moi j'ai été éduqué comme ça quoi. Il fallait faire un métier, il fallait avoir un CDI, il fallait travailler, avoir des horaires classiques, etc. Et vraiment voilà, juste des clics et je me suis dit j'ai envie de vivre de ma passion, et comment je peux intégrer le cinéma dans la vidéo. C'est ce que j'essaye de faire à mon humble échelle, mais en tout cas dans mes films, c'est ce que j'essaye de faire, quoi. Intégrer des touches cinématographiques et les codes du cinéma, ouais. Ou des petites rêves comme sur Top Gun, sur un de vos derniers films? Oui, tout à fait, ouais. Des références par rapport aussi à l'histoire des mariés, ce qu'ils souhaitent, et encore une fois, vraiment, on essaie de faire chaque film différent par rapport à nos mariés, par rapport à leur histoire, par rapport à leur parcours. Et le film Top V, pour le coup, voilà, et lui, il est pilote d'avion de chasse, et il est vraiment fan de Top Gun, donc ça faisait sens d'intégrer des références du film dans le film de mariage, quoi. Et justement, tu parlais de réalisateurs que tu n'étais pas forcément très calé là-dessus. Ça tombe bien, la prochaine question est là-dessus. Est-ce que tu as d'autres genres de films ou d'autres réalisateurs qui ont influencé ton travail? Ouais, bien sûr. Après, je te laisserai rebondir aussi. Mais il y en a plein, je connais. Après, je regarde beaucoup de films, je dévore le cinéma, les films, les séries. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le film à part entière. C'est pas forcément tout ce qu'il va y avoir derrière, les histoires entre les réalisateurs, etc. C'est le film. Il y a Peter Jackson, forcément, qui a été le précurseur pour moi, qui arrive à rendre grandiose, en fait, juste une histoire avec des plans qui sont extraordinaires, quoi. Vraiment des grands angles, des prises de vue tournées dans des milieux naturels, etc. Christopher Nolan, forcément. Il arrive à jouer sur la notion de temps et d'espace, toutes ces notions-là qui sont qui nous touchent énormément. Et je sais qu'Alison aussi est fan de ce réalisateur-là. Après, il y a Denis Villeneuve aussi, réalisateur de Dune, Blade Runner 2049, Sicario, Incendie, tous ces films-là. Et lui, ce que j'aime, c'est sa simplicité, en fait, à faire de chaque plan un tableau, en fait, comme une œuvre d'art à part entière. Et surtout, ce réalisateur-là, il travaille de manière simple, dans le sens où, sur un tournage, il a une caméra. Il n'utilise pas 40 caméras en même temps, comme certains réalisateurs, pour faire un plan. Il va prendre une caméra et il va chercher le meilleur angle de vue par rapport au décor et à la scène qui lui est imposée, et l'éclairage qu'il a. Et c'est ce que j'essaye de retranscrire à mon niveau, à notre niveau, dans nos films, c'est de dire, sur un mariage, par exemple, là, il y a telle lumière, il y a tel éclairage, il y a telle composition, où je peux me mettre pour trouver le meilleur angle de vue possible pour avoir quelque chose de très cinématographique. Voilà. Ça, c'est les plus connus. Après, il y a des réalisateurs moins connus. Il y a Albert Serra, qui a fait un film qui s'appelle, avec Benoît Magimel, je crois, Pacifiction. C'est du docu-fiction. Alors, c'est un style particulier. On aime ou on n'aime pas, mais moi, j'aime bien parce qu'il y a un côté très documentaire. Il y a Béla Tarr, qui est un réalisateur hongrois aussi, qui a fait des films en noir et blanc. Les Harmonies Buckminster, notamment, qui est un film pas très connu, mais qui, pour moi, qui est l'une des plus belles intros du cinéma.
Donc je vous invite à la regarder, il y a des plans séquences qui sont assez extraordinaires. Et pour moi, ce film-là a sûrement la plus belle intro du cinéma. Et après, il y a Mathieu Delaporte, je crois, et Alexandre de la Patelière qui ont réalisé le Comte de Monte-Cristo, par exemple. Si on veut être un peu chauvin, pour citer des réalisateurs français dans aussi. l'actualité. Voilà, exactement. Mais on a du talent en France aussi, c'est bien de le dire. Ah bah oui, carrément. Et est-ce que tu as des exemples concrets d'une scène, d'une technique de lumière, de mise en scène que vous auriez pu utiliser justement dans un de vos films, mis à part Top Gun où là, là c'était... Et puis on en parlera peut-être après on va Ouais. rester plus généraliste pour l'instant, mais oui, est-ce que vous avez un type d'exemple? Il y en a plein en fait. Alors, à la différence d'Adri, pour moi, le cinéma, il est dans mon travail depuis le début, puisque pour moi, un film doit être immersif dans le sens où, quand un spectateur regarde un film, il doit être déconnecté de sa temporalité à lui. Donc moi, ce que j'aime, c'est quand justement le réalisateur t'emmène ailleurs, en fait, dans un autre monde. Et dans l'image en général, dans la photographie, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de me mettre à la place de l'acteur. C'est-à-dire de donner au spectateur cette place privilégiée que vivent les mariés ou que vit le sujet que je suis en train de photographier. Ça, pour moi, c'est assez important et forcément, ça passe par la composition, le cadrage et la lumière. On en a pas mal, notamment sur un mariage qu'on a fait cette année où on s'est inspiré de Ready Player One. Et sur je dirais bien 30% du film, on a installé des éclairages particuliers, justement, pour coller à l'ambiance du film et recréer cette espèce d'atmosphère, finalement, qui va permettre d'immerger encore plus le spectateur. Donc ça, il y a eu un premier tournage pré-wedding, juste un petit peu avant de lancer les préparatifs. Pendant les préparatifs aussi, on a pris le risque d'installer des éclairages pour avoir pour avoir du clair-obscur pendant l'habillement de la mariée, l'habillage de la mariée. Donc du coup, c'est une prise de risque parce que dans un timing très serré, sans trop perturber le moment, parce que ça aussi c'est important pour nous, on a cette volonté d'être authentique et donc d'intervenir le moins possible dans ce qui se passe le jour J. Parce que ce n'est pas du cinéma, ça reste du reportage et un événement. On peut pas refaire les scènes. De toute façon, vous savez très bien aussi. J'allais vous poser la question parce que là, du coup, vous apportez quand même pas mal de choses. Comment c'est perçu par les mariés? Comment vous arrivez à ne pas perturber justement une scène par rapport et rester dans du documentaire alors que vous apportez quand même beaucoup de choses artificielles dedans, quoi. Mais en fait, il y a un gros travail qui est fait en amont avec les mariés. On en parlera peut-être après sur comment on travaille sur la partie post-production, etc. Mais avant le mariage, on écrit énormément. Moi, sur les films, voilà, en tout cas, j'écris énormément. Et puis avec Alison, on regarde un petit peu les idées, on met tout ça ensemble. Et on en parle à nos mariés. Cet exemple-là, ce couple-là, ils se sont rencontrés sur un jeu vidéo en ligne. Et c'était difficile de reproduire une scène avec 2 ordinateurs, de jouer en LAN, parce qu'ils n'étaient pas au même endroit. Et dans le temps qui était imparti, qu'on avait, je leur ai dit, moi je vais venir 2 heures de plus le matin. Et en fait, j'ai un ami à moi qui a des casques de réalité virtuelle, et tout simplement, on a reproduit une scène de jeu, et on a fait le mélange entre réalité et virtuel, où ils se rencontrent dans le jeu, etc. Donc on a fait, il y a eu vraiment de la mise en scène, et ça, ils étaient OK avec ça. Après, le jour du mariage, à partir du moment où les préparatifs commencent, on est plus en mode documentaire, reportage, donc prendre ce qui se passe. Et nous, on va venir ajouter de l'éclairage artificiel additionnel pour créer une ambiance, pour que ce soit cohérent sur l'ensemble du film, sans dénaturer et sans casser le moment pour les mariés. En fait, les mariés savent. C'est-à-dire qu'on leur a dit, à tel moment, on peut installer de la lumière. Faites comme si tout était normal, en fait. Voilà, ça ne doit pas vous gêner. Et nous, on le fait de manière très naturelle. C'est-à-dire que quand on prend les lights, on les sort, on discute avec les mariés. En fait, c'est normal, quoi. C'est comme si... pardon, je vais être... comme si il y avait les toilettes juste à côté de la chambre de la mariée et que tu avais besoin d'aller te soulager. Tu vas pépère et tu te rends compte qu'il n'y a pas de porte aux toilettes, mais tu continues de parler. Tu vois, tout est normal, en fait. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est vraiment ça qui se passe. Et à ce moment-là, la mariée, elle a vu ses lumières. Elles étaient quand même assez fortes. Elle a joué le jeu et nous, ça nous a permis d'avoir un espèce de contre-jour, une silhouette découpée qui était vraiment juste géniale. Donc d'avoir le même rendu en photo et en vidéo, c'est assez chouette. D'habitude, c'est des choses personnellement que je fais au flash, donc c'est beaucoup plus éphémère et plus rapide. Et là, le parti pris, la prise de risque de le faire en vidéo, elle est quand même assez conséquente et finalement, ça fonctionne.
Voilà, tout dépend de la manière dont c'est amené, je pense. Tu te bases aussi par rapport à la vidéo, les contraintes techniques que j'ai en vidéo, et tu t'adaptes, et toi, tu viens de caler là-dessus. Oui, et forcément, nous, on s'est mis d'accord là-dessus, c'est que dans nos reportages, c'est priorité à la vidéo. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Adrien, c'est des scènes que l'on peut jouer qu'une fois. On va pas demander aux mariés de refaire le moment. Donc, Adrien, il n'a pas le choix, c'est qu'une prise. Donc, il faut qu'il soit bon du premier coup. En photo, on peut toujours s'arranger dans un reportage d'enlever ou rajouter des photos dans notre moment ou refaire autrement. C'est plus facile d'avoir une narration construite et même créer une narration qui peut être différente en photo, parce qu'on a besoin de moins d'images, qu'en vidéo, où en plus il y a le son, il y a vraiment tout à mesurer. Donc c'est priorité vidéo, et moi personnellement en image je me cale dessus. Et en photo, on peut très bien photographier avec de la lumière continue, à la différence d'en vidéo, on ne peut pas capter avec du flash. Voilà. J'apporterai juste une petite nuance. Sur les scènes qu'on met en scène, peut-être priorité à la vidéo. Par contre, sur toutes les scènes, vraiment les moments clés, le passage des alliances, tout ça, c'est Alison. Moi, je laisse la priorité à la photo pour avoir le moment. Parce qu'en vidéo, je peux me permettre d'avoir le avant, après. Si le pendant, il est pas très très beau, un peu flou, c'est moins grave que la photo. La photo, voilà, pour moi, il faut vraiment avoir le moment. En vidéo, si je l'ai pas, c'est pas grave. Sur un film qui est plus court, je meublerai autrement, quoi. Voilà. Oui, après, c'est de l'organisation entre vous pour permettre de donner la priorité à tel ou tel moment. Ça dépend des moments, exactement. La clé, c'est la communication. Voilà. Et l'entente, c'est d'être d'accord sur ce qu'on sacrifie d'un côté ou de l'autre. Comme on est un duo, nous, notre objectif, c'est de livrer un maximum de souvenirs, que ça soit à la fois en photo et en vidéo, à nos mariés. Si maintenant en photo il manque quelque chose, on sait que ça sera en vidéo. Et si en vidéo il manque un instant clé, on sait que ça sera en photo. En fait, c'est vraiment la complémentarité des deux. Mais ça, c'est dans notre ADN et dans notre approche. Donc c'est un contrat qui est clair avec nos mariés, ils le savent. Donc je dirais que oui, le fondement de tout, c'est la communication et d'expliquer comment et où on va ensemble. Notre vision et notre mission, quoi. Yes. Et du coup, parce que vous parliez de documentaire, moi je suis plutôt attaché au documentaire brut et pas trop transformer la réalité pour que quand les mariés voient leurs images, en fait, ils se souviennent exactement du moment. Comment c'est perçu, par exemple, parce que si vous faites un contre-jour, par exemple, ou une silhouette, alors que la lumière est méga plate au moment des préparatifs, par exemple, admettons. Comment c'est perçu au niveau souvenir, parce que du coup, ça biaise un peu le truc? Alors, pour cette partie-là, ça a été choisi, tout simplement parce que l'espace où la mariée s'habillait était très sombre, pas du tout rangé, et que du coup, il fallait faire quelque chose d'esthétique avec. En fait, quand on choisit d'installer un setup lumière pour masquer, c'est qu'en fait, ça sera beaucoup plus sympa et joli, esthétiquement, enfin visuellement parlant esthétique, que si on garde trop la réalité. La mariée, elle avait pas du tout envie de se souvenir de l'espace. On a quand même les deux, c'est-à-dire on fait les deux. On a quand même la pièce telle qu'elle est pour avoir ce côté brut, reportage tel que c'est, le moment présent, pour qu'ils aient ce souvenir-là. Mais on l'intègre pas forcément dans le film court. Dans le reportage photo, tu peut-être en mets 2 ou 3, mais je l'ai sur d'autres moments. En fait, on les a quand même ces moments. Et pour la vidéo, il y a 2 options. Il y a le film court, très cinématographique, où vraiment on va mettre que les meilleurs plans qui ont un rapport avec l'histoire, encore une fois. Parce que si un plan est joli et qui n'apporte rien à ma narration, à notre narration, on le met pas. Mais on essaie de mettre quand même des plans esthétiques. Après, dans ce qu'on appelle le film d'archives, le film qui est plus long, qui est le film vraiment dans l'ordre chronologique, qui suit toute la journée, où là, ils ont tout le bout à bout qui est quand même travaillé, etc. Là, ils ont tous les plans. Donc du coup, ils voient le contraste entre les deux. Il y a même un peu des backstage des fois, etc. Donc là, ils ont vraiment un souvenir authentique de la journée. Là, on est sur le brut, du coup. D'accord. Ouais, parce que pour moi la question était intéressante parce que comme on parle de souvenirs et que certains biais peuvent du coup pas affecter mais en tout cas transformer les souvenirs, pour moi c'était important de poser cette question. Mais le souvenir, tu peux aussi le travailler parce que là, par exemple, dans l'exemple de la vidéo, il y a un élément qui est quand même assez important. C'est tout ce qui est son ambiant, etc., tout ce qui est sound design, que ça, en fait, c'est quelque chose que, en général, tu rajoutes parce que on peut très bien avoir genre un vol d'oiseaux sur un de ces plans, mais pas forcément avoir pris le son de ces oiseaux-là. Et du coup,
pour le film, le fait de rajouter ce sound design là, ça va être beaucoup plus immersif. Donc, tout simplement, c'est quoi enfin, comment dire, vu que le rôle des sons, il est hyper important dans tout le cinéma, hein, que ce soit pour du mariage ou pas d'ailleurs, comment est-ce que vous choisissez ce qui enrichit le plus le moment et le souvenir, même si là, en l'occurrence, c'est plus créer un souvenir que t'as vécu d'une façon différente, quoi. C'est en fonction... Enfin, je pense pas me tromper en disant ça, c'est en fonction de ce que les mariés nous ont confié pendant la préparation. En fait, on a quand même beaucoup de visio avec 5-6 avant le mariage, et on a aussi un groupe WhatsApp où on échange énormément. En fonction de ce qu'ils nous confient, ce qui est important pour eux, ce qui les marque, on va sélectionner de cette manière-là. Ce qui est certain, c'est que du début à la fin, on capte tout. Et c'est après, lorsque l'on va monter ou post-traiter pour les photos, qu'on va faire des sélections. Mais si les mariés nous disent, après visionnage par exemple, je vais parler de la galerie photo parce que c'est plus ma partie pour le coup, si par exemple ils regardent les photos et j'ai livré, je sais pas, 350 photos et ces photos sont trop artistiques, entre guillemets, ça veut dire créatives, et qui manquent un peu de véracité ou un peu de choses, et ben c'est ok, je peux aller repiocher dans mon second, mon troisième, quatrième, cinquième choix. Je fais 7 tris de photos. Donc il y a forcément des passes où il y a de la matière supplémentaire. Et c'est pareil pour Adri. Et notamment aussi au niveau du son et des moments que tu vas choisir dans les vidéos. En fait, on part du principe que même s'il y a que le film court ou un reportage limité en termes de photos, il faut qu'on capte absolument tous les souvenirs. En fait, on ne sait pas qu'un moment devient important et précieux à partir du moment où ça devient un souvenir. En fait, c'est quand ça devient un souvenir qu'on comprend que c'était précieux. Et nous, on veut pas que nos mariés se disent merde, on n'a pas ça, ou plus tard, on a telle personne, elle était au mariage, maintenant elle est décédée, elle est partie, on n'a pas de souvenir d'elle. Les seuls souvenirs, c'était au mariage. Du coup, on se donne comme ligne de conduite, et vraiment, c'est notre ligne directrice, c'est vraiment de tout capter. Même si je sais, moi, pertinemment, que il y a 90% de mes plans qui vont partir dans des disques durs et finalement à la poubelle un jour. Mais au moins, je les ai, et si un jour les mariés le veulent, ou veulent avoir ce film d'archives qui est plus long, ben, ils l'auront, en fait. Et on a vraiment ce besoin de tout capter. Au niveau du son, en fait, par exemple, quand tu es en cérémonie ou sur des discours, tu vas aussi sélectionner les parties qui vont plus toucher les mariés. Ça te permet aussi d'avoir ce choix-là. Pour le montage final, après. Oui. Oui, bien sûr. Après, oui, il y a toujours une marge de... par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on a écrit, en fait, parce qu'il y a un travail de préparation qu'on fait, et souvent, nos films, on les a écrits avant le mariage, c'est-à-dire on sait à peu près où on va aller, et après, on se laisse toujours une porte ouverte, on dit, ok, on prend ce qu'il y a à prendre, et on se laisse envahir par les émotions, par les imprévus, etc. Et ces imprévus-là peuvent venir changer la structure narrative du film, et c'est ok avec ça. Mais en tout cas, oui, on essaye d'anticiper au maximum, et puis s'il y a des discours... des discours ou des choses en plus le jour du mariage, on va les prendre et on va les mettre dans le film, ouais. Ça marche. Et du coup, concrètement, comment vous préparez ensemble? Parce que tout à l'heure, on a commencé à parler du film Top V, là. Pour vous, ça fonctionne comment? Comment vous en arrivez à justement arriver à voir cette narration? Parce que moi, pour l'avoir vu, je l'ai juste trouvé incroyable. Comment vous arrivez à ça? C'est l'histoire des mariés. Là, pour eux, c'était évident. Le marié est pilote de chasse. Enfin, il est devenu pilote de chasse par rapport à Top Gun. Lui, il a Maverick dans le sang, quoi. Il est passionné de chez passionné. Il nous a même dit que s'il pouvait y avoir 2-3 passages de Top Gun dedans, il serait content. Et en fait, avec Adrien, on s'est regardé, on s'est dit, ce serait fou qu'en fait, pendant le mariage, il se passe même des trucs, enfin des moments mis en scène, des surprises ou en lien avec ça, parce que nous, ça nous permettrait d'écrire vraiment un short film là-dessus. Et coup de bol, c'est ce qui s'est passé en fait. Il y a eu plein de refs à Maverick, déjà ne serait-ce que le marié a préparé. Le marié avait préparé des références au film, des surprises pendant le mariage. Donc du coup, en fait, c'est pas, on n'a pas choisi nous de faire un film qui se base par rapport à Top Gun. C'était le marié qui nous l'imposait, quoi, qui nous disait je suis fan, et ça aurait été une erreur de pas le mettre dans le film et de pas s'inspirer de ce film-là, en fait. Tout arrive à toi, si t'as déjà planifié de faire un film justement en rapport avec Top Gun et qu'on te donne tous les éléments pour le faire,
C'est du pain béni, quoi. C'était même pas planifié de notre côté, c'était vraiment le marié qui nous a parlé de ça, qui a insisté. Et parce que tu peux très bien être pilote de chasse et de pas être fan de Top Gun et vouloir un film plus classique ou un film différent, tu vois, avec un angle différent. Mais eux, non, c'était vraiment c'était leur choix et leur décision, et ils voulaient vraiment du Top Gun, quoi. Pour être transparente, on avait même prévu 2 scénarios pour ce film-là possible. On s'est dit, s'il y a des refs Top Gun et que vraiment on a de la matière, on va rester là-dessus. On avait même acheté un petit avion, voilà, pour faire les petites transitions. On avait imaginé construire tout ça dans notre tête. Mais on s'était aussi dit, parce qu'ils ont aussi une vie atypique, on va dire, puisqu'ils ne vivent pas ensemble. Elle est à Paris, lui, il est du coup sur une base et tout. Ils sont très différents tous les deux. Et on s'était dit, on pourrait aussi construire le film là-dessus, sur leurs différences. Voilà, donc on avait aussi un autre scénario. Et finalement, c'est parce que le jour J, il y a eu toute cette matière-là qu'on s'est dit, ok, c'est bon, on part là-dessus. Voilà, mais ça aurait pu être autre chose. Voilà, on est vraiment à l'écoute et on essaie de... Le sujet, c'est eux, donc de s'appuyer sur ce qui leur plaît. Voilà. Elle était fan de Titanic, par exemple. C'est un peu plus compliqué d'associer les deux, quand même. Hein. Il y a un peu des rêves de Titanic, du coup, dedans. Ah, je les ai pas vus, du coup. Faudrait que je regarde. Petit bateau. Ah, mais oui, il y a un petit bateau et elle chante, voilà, enfin... C'est sympa, ouais. Puis même dans le texte, dans la voix off, dans la narration, voilà, il y a des petits clins d'œil. On essaie vraiment de construire ça, et c'est surtout de reproduire des scènes mythiques du film, et de les intégrer, et d'essayer d'être cohérent, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue composition, d'un point de vue colorimétrie aussi. J'ai passé énormément de temps à reproduire la colorimétrie du film. C'est-à-dire que si, en fait, il y a des plans où on le voit, par exemple, avec son de béret et sa tenue militaire, et quand il relève la tête, c'est typiquement le même plan qu'il y a dans Top Gun, quoi. Même composition, même compo, même cadrage, même colorimétrie. Et j'ai passé du temps à comparer les deux images, à essayer de vraiment avoir la même colo, quoi. Et voilà, ça va dans le détail, en fait. Vraiment, on essaie de pousser le détail au bout, quoi. Et il y a un truc qui m'interpelle un peu, c'est que vous avez 2 approches qui sont totalement différentes et personnelles, puisque toi, Alison, t'es beaucoup plus inspirée par les voyages. Toi, Adrien, t'es beaucoup plus centré sur le cinéma. Et en fait, vos 2 approches, elles se rejoignent et ça crée un récit, que ce soit autant en vidéo qu'en photo, et qui est assez cohérent. Donc comment ça fonctionne et qui s'occupe de quoi dans la création d'un film, dans la création d'un reportage. Là, par exemple, dans la réalisation de Top 5, il me semble que vous étiez en photo et en vidéo, c'est ça ? Le film Top V, ouais. Ah, Top V, pardon. C'est pas 5 en romain, ça passe aussi. Oui. Bref. On s'aide tous les deux, en fait. C'est-à-dire que le métier, les compétences d'Adrien, c'est la vidéo, mes compétences, c'est la photo. Mais on est une équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est partagé aussi les rouages de nos métiers respectifs. Si Adrien doit passer en photo, il sait faire. Si je dois passer en vidéo, je sais faire. Voilà, ça, c'est déjà le premier fondement. Deuxième chose, c'est que quand on est sur le jour J, par exemple, j'ai une prise de vue qui est intéressante. De suite, Adrien, je lui fais signe, il vient et il prend la même prise de vue. Et inversement. S'il y a des idées qui viennent, on se partage. Si on peut se soulager aussi, parce qu'il y a aussi une réalité, la vidéo, c'est quand même pas le même délire que la photo. Nous, on a nos 2 boîtiers, éventuellement on a un flash avec une perche ou 2 trépieds, et c'est fait. En vidéo, il y a le son à gérer. Il y a les trépieds, il y a la seconde cam pendant les cérémonies et tout, c'est quand même énorme. Quand on est seul, waouh. Donc si on peut filer un coup de main aussi à l'autre, c'est hyper important. Et ça, c'est valable avant le mariage, et c'est aussi valable après, pendant le montage. Pour vous donner une idée, moi, photo, en une journée, j'ai livré mon mariage, quoi. J'ai fait mes trims, ma post-prod, et c'est fini. Adrien, c'est plus d'une semaine de taf, quoi. Et c'est une semaine où il est devant son ordi tout seul. Ça, on l'a vécu la première année, on l'a vu, il est tout seul, il est dans son truc, et s'il prend pas un pas de recul, c'est difficile, en fait, de pouvoir s'auto-analyser, parce que c'est hyper chronophage, la vidéo. Donc l'idée, c'est aussi de se filer des coups de main là-dessus. C'est déjà partir sur une direction, une DA commune sur l'écriture. Ensuite, Adrien, il a les compétences de montage, donc lui, il fait. C'est de faire des allers-retours ensemble, et c'est aussi de débattre, parce que ce qui peut parler à Adrien peut ne pas me parler à moi, ou inversement, et aussi dans la photo, parce que Adrien fait aussi... il a aussi un regard final sur la galerie qui est rendu sur le storytelling, parce que
c'est plus facile de raconter encore une fois pour moi une histoire avec des photos que en vidéo. Donc le fait d'avoir la galerie à plat, ça permet déjà de remettre un petit peu les images comme un storyboard en fait du mariage, et c'est beaucoup plus facile de les mélanger. Et donc du coup il intervient là-dessus, et puis voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais c'est vraiment ce qui fait la force d'un duo, je pense, c'est l'harmonie entre la vision qu'on a tous les deux et l'exécution au final qu'il y a derrière. Et l'idée, c'est on a la même vision avec Alice, c'est pour ça qu'on est ensemble et que ça a été naturel dès le début. Et après, c'est comment on arrive à exécuter cette vision commune. Et du coup, on se répartit, on a des tâches vraiment attitrées que chacun fait. Pour prendre un exemple sur le film, j'écris les idées, je balance, j'adore écrire le scénario, etc. Et en fait, avec Ali, d'abord, il y a un brainstorming qui est fait sur les idées sur lesquelles on peut partir, les idées générales, on va dire. On affine ça. Je fais l'écriture, j'écris les voix off, j'écris le texte, etc. Je lui montre. On fait des allers-retours comme ça, avant le mariage. Le jour J, on s'échange les idées, les spots, qu'est-ce que tu pourrais faire, les prises de vue. Parce qu'il y a toujours des coups de moins bien aussi pendant un mariage où des fois il y en a un qui est fatigué, du coup c'est l'autre qui prend le relais, qui dit allez vas-y viens on va faire ce plan là, etc. Donc on s'entraide. Et après au niveau du montage, la partie post-production, on se fait des allers-retours comme ça, que ce soit en photo ou en vidéo. On montre la première version, une version brute, avec une structure. Moi pour la vidéo ça sera l'audio qui est calé sur de la musique avec peut-être quelques images pour lui expliquer ce que j'ai en tête. Et après, elle me fait ses retours. Elle me dit c'est la merde aussi, c'est bien. C'est comme toi. Avec ta vision des choses. Ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui a un regard neutre sur le travail que vous venez de faire. Parce que nous, on est à fond dans ce qu'on fait. On y met notre passion, on a vécu le moment, donc on n'est pas détaché de nos images. Alors qu'une personne externe va venir avec un regard neutre et aura beaucoup moins de difficultés à dire non mais attends, cette image elle va pas, ça c'est nul, enfin ça marche pas en fait, ça me parle pas. Alors que nous on a encore les sentiments, les émotions qu'on a eues et on est incapable de dépassionner nos images. Donc c'est ça. Avec le temps et l'expérience, on y arrive, mais c'est vrai qu'on est tout le temps. Un exemple concret, c'est dire ce plan-là, je veux le mettre parce que dans mon scénario de base que j'ai écrit, il y avait ce plan-là. Du coup, je l'ai shooté, je l'ai fait, j'ai pris le temps le jour J. Maintenant, je suis au niveau du montage, je l'intègre sur mon montage, sauf que ça fait pas sens avec ce qui s'est passé. Finalement, ce plan-là, il est en trop. Mais comme je suis attaché, sans le savoir, c'est ça le pire, c'est sans le savoir, je suis attaché à ce plan-là, donc je veux le mettre. Et c'est le regard extérieur, justement, d'Ali qui va me dire, mais en fait, enlève-le. Ah ouais, d'accord, je l'enlève. Ah, c'est mieux, c'est beaucoup plus fluide. Et en fait, c'est ce travail-là, c'est cet échange-là qu'il y a. Sacrifier un peu les images. Et qui est vraiment une force aujourd'hui. Moi, je le vois, entre les premières versions et le rendu final, il y a quand même une grosse différence. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu pareil en photo parce que, moi personnellement, j'ai énormément de mal à trier et à choisir. Sylvain peut confirmer. Mais parce que il y a aussi l'émotionnel qui rentre en jeu et en fait c'est souvent à cause de ça. Je sais que la photo elle est pas forcément folle et qu'elle sert pas forcément l'histoire, mais je vais la laisser parce que moi dans mon souvenir je sais que c'est un moment qui a marqué et je me dis en fait si je le mets pas l'histoire elle va être gâchée alors qu'en fait pas du tout. Et c'est vrai qu'en vidéo j'ai qu'un seul mariage à mon actif pour en parler et j'ai même pas encore fait le montage, donc je ne peux pas trop m'exprimer là-dessus. Mais déjà oui, effectivement, le fait d'être à deux, de pouvoir un petit peu se rebooster, ça aide énormément. Enfin, je pense justement à ce mariage qu'on a fait ensemble avec Sylvain, qui au bout d'un moment, parce que j'avais une douleur au dos, m'a aidé à faire un plan. Bon, ça l'a saoulé en 5 minutes. Donc voilà, hein. Mais ouais, les plans que tu penses être utiles au début lors de ta prise de vue seront pas forcément les plans qui seront les plus efficaces et les plus utiles dans le montage final. Et ouais, faut réussir à se détacher de ça pour que ça soit le plus fluide possible et le plus efficace possible, quoi. Mais du coup, pour prendre un exemple dans la photo, il y a beaucoup de photographes qui se concentrent énormément sur les moments de couple, en se disant, voilà, les photos de couple, c'est important, il faut absolument la golden hour, c'est super important, tout ça. Moi, dans un reportage photo, oui, la golden hour, ça va être des super images, c'est beau, c'est magnifique et tout, mais en fait, dans une histoire, quel est le sens de ça ? En plus, des fois, sur le mariage...
le mariage va être plutôt monotone en termes de couleurs, le mood va être plutôt fermé, il a peut-être fait mauvais toute la journée, et d'un coup, paf, on a une golden hour qui pop. Et là, en fait, beaucoup de photographes vont laisser 50 photos parce qu'ils ont adoré la lumière. Mais même les photos du couple, le posing et tout est pas forcément beau, mais on garde ça juste parce qu'il y a la lumière. Et c'est dommage parce que finalement, ça dessert le propos, ça dessert et l'histoire générale du mariage, parce que ça va déséquilibrer, ça dessert en fait finalement le photographe parce qu'il va pas garder les meilleures photos. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui vient et qui dit mais attends, cette photo en fait elle est pas, oui il y a une belle lumière mais c'est pas joli. Donc cet œil critique il est vraiment essentiel, et c'est aussi cet œil là qui va nous permettre d'analyser, puisque du coup j'essaie de racoler au thème du podcast, mais c'est aussi cet œil là qui va nous aider à analyser les images quand on regarde un film et se dire ok, ce plan là, enfin ce film j'ai aimé parce qu'il y a eu telle ambiance, telle photo, tel plan, et c'est ça éventuellement dans un film, si un jour on a l'opportunité, essayer de reproduire ça, ça pourrait être cool. C'est souvent ce qu'on se fait comme réflexion quand on regarde des séries notamment, où on fait des captures et on se dit tiens ça serait cool dans un film. Sur une idée, sur une composition, ouais. J'avoue que moi je passe beaucoup de temps aussi quand je regarde des films ou des séries, etc., à regarder la composition, la lumière, etc. Comme je fais pas de vidéo, c'est juste une lumière qui peut me marquer, mais j'imagine bien qu'effectivement quand on est vidéaste, ça doit beaucoup inspirer. Vous pensez, vous, que pour vous, est-ce que c'est une tendance qui va être un peu en croissance, cette inspiration du cinéma, ou pas du tout dans la production de vidéos de mariage? Oui, mais après, ça l'est déjà. Il y a quand même beaucoup de vidéastes de mariage qui s'inspirent du cinéma, en tout cas qui boivent et mangent des séries et des films à longueur de journée. Et ça l'est déjà. Je pense que la transition, moi, elle sera plus par rapport à nos clients, aux couples, aux mariés, qui comprennent en fait l'importance des vidéos pour leur événement, pour leur mariage. Tout le monde regarde des séries, tout le monde regarde des films. En tout cas, beaucoup de personnes le font. Mais par contre, il y a encore, je trouve, un gap énorme entre on adore le cinéma, et par contre, pour notre mariage, la vidéo, c'est pas important. Et peut-être que cette culture cinématographique et le fait que les gens regardent de plus en plus de séries et qu'on en parle et qu'ils se rendent compte qu'en fait, il y a beaucoup de travail derrière, peut-être que ça va les amener à se rendre compte que la vidéo est très importante et à l'intégrer comme à part entière dans le budget mariage, quoi. Que ça soit même plus une question de est-ce qu'on prend la vidéo ou pas, que ça soit on le prend d'office parce que c'est hyper important. Voilà. C'est pas je prends parce qu'il me reste du budget, c'est je prends parce que j'ai envie de me faire plaisir et que j'ai envie d'avoir vraiment des souvenirs qui soient marquants en vidéo, quoi. C'est ça, et c'est vraiment tout ce qui va rester. Sylvain, tout à l'heure, tu parlais du documentaire brut, des souvenirs un peu bruts, et ben c'est un peu ça aussi, c'est qu'il y a le film très cinématographique, ça c'est une chose. C'est le petit bonbon qu'on mange tous les jours, tu vois, c'est la petite touche sucrée, c'est facile, ça se regarde facilement, mais il y a aussi, voilà, cette vidéo longue qu'on propose, le film d'archives, qui est vraiment hyper important, et ça, c'est ce qui va prendre de la valeur. Je prends l'exemple du vin, mais c'est comme du vin de garde, tu vois, c'est dans 30 ans que ça aura vraiment une valeur particulière. Et c'est ça qu'on veut transmettre, et c'est le message qu'on veut arriver à véhiculer. Mais c'est difficile parce que tant qu'on n'a pas vécu le moment, tant qu'on se rend pas compte de l'importance d'un souvenir justement par rapport à la perte d'un proche, on se rend pas compte de la valeur qu'a la vidéo ou qu'ont les photos souvenirs. Et c'est ça qu'on essaye d'amener. Mais plus on sera de photographes et de vidéastes à s'inspirer aussi de films et de montrer qu'on peut faire de belles choses, comme ils voient sur les grands écrans aussi, je pense que plus ça leur donnera envie d'investir là-dedans, parce que peut-être qu'ils ont aussi une vision un peu trop obsolète de la vidéo de mariage, ou comme il a pu se passer avec la photo, tu vois, où on avait une vision de mariage photo années 80. Donc aujourd'hui, le fait de s'inspirer du cinéma, je pense que c'est assez intéressant, parce que du coup, le grand public se rend compte que eux aussi ils peuvent être acteurs d'un film cinématographique, avoir... Et j'emploie vraiment le mot film volontairement, ce n'est pas juste une vidéo où ils sont dedans, c'est un film, c'est leur film. Donc c'est hyper important aussi d'avoir cette exigence, de viser voilà l'excellence quand on essaye d'écrire quelque chose pour nos clients et de le réaliser, et après encore plus de le montrer, parce que c'est aussi ça qui fait les choses. Je fais un petit parallèle sur l'aquatique. Lorsque j'ai commencé la photographie aquatique, c'était une activité très peu connue, en France même, voire pas du tout. Et finalement, c'est le fait d'en faire, d'avoir aussi plusieurs photographes qui s'y sont mis, qui a multiplié on va dire la visibilité de cette activité-là, et qui a fait connaître, et qui donne aussi aujourd'hui envie au public, aux particuliers,
d'avoir ce type d'image. Donc je pense que la vidéo, c'est exactement pareil. Donc c'est important d'avoir de jolis films à montrer. C'est là où je voulais en venir un peu avec ma question, parce que je pense qu'on a tous envie effectivement que la vidéo devienne du cinéma de mariage, comme l'a fait la photo, de passer de la photo figée devant la fontaine à l'époque, parce que moi je me souviens quand je me suis marié il y a 20 ans quasiment. C'était ça qu'on avait en photo, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Ouais, c'était le kitsch, Ouais, les c'est personnes ça. derrière un arbre. C'est ça. Et du coup, ça a évolué vers ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, oui, effectivement, si ces inspirations cinéma, ou en tout cas, si on peut apporter du cinéma de plus en plus dans le mariage, c'est carrément chouette, quoi. Et puis Il y c'est a mettre un en va- truc c'est mettre- aussi. Ouais, Vas-y, pardon. vas-y. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je disais, c'est mettre en valeur notre profession aussi, parce que la vidéo s'est démocratisée ces dernières années aussi, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui peut faire de la vidéo. Il suffit de prendre le téléphone, même le mode automatique, on arrive à faire des choses assez folles. Donc tout le monde peut faire de la vidéo. Et je pense que les gens font l'erreur de penser que c'est facile de faire un film, en fait. Sauf que oui, c'est facile de prendre des vidéos, de capter l'image, mais c'est difficile derrière, déjà d'avoir une belle composition, travailler la lumière, etc. Ça demande de l'expérience, de la technique aussi. Et après, de faire le montage aussi, ça c'est une autre partie. Et là, les gens se rendent compte que finalement, c'est énormément de travail. Et c'est arrivé à leur montrer que finalement, ce qu'on fait, ce plan-là qui paraît hyper simple, mais derrière, il y a peut-être des heures de travail pour le faire. Que ce soit au niveau du tournage, au niveau du montage. Moi, je passe énormément de temps sur chaque plan. Ali peut en témoigner. Et c'est vraiment, pour moi, les détails, c'est les détails qui font la perfection. Et mes films sont loin d'être parfaits. Nos films sont loin d'être parfaits. Hein. Mais en tout cas, on passe énormément de temps pour essayer d'avoir le plan le plus parfait possible, en tout cas. Entre le début et la fin de ton travail, Ouais. il y a un sacré gap, ouais. Et moi, les maris le voient entre le film d'archives et le film cinématographique. Ils disent, ah ouais, mais ce plan-là, en fait, c'est ça. Ah ouais. Et moi, j'ai certains maris qui me font le retour en disant, mais on dirait que c'est pas le même plan, quoi, en termes de cadrage. T'as resizé le plan, il y a des masques, il y a vraiment un travail sur la colo, enfin, chaque détail, quoi. La liste, elle est longue, je peux en parler des heures, mais. Et du coup, ils voient vraiment la différence. Et finalement, on arrive à les sensibiliser. Et là, ils prennent conscience que, ah ouais, le budget qu'on a mis finalement en photo-vidéo, il est justifié. Voilà. Il y a aussi une méconnaissance des métiers. Parce que le vidéaste de mariage, finalement, il est multicasquette. Il est réalisateur, il est cadreur, il est monteur, il est ingé son, il est chef op pour la lumière, pour la photo. En fait, il est multicasquette. Ce qu'on sous-estime dans le cinéma, c'est que il y a des centaines de métiers. C'est-à-dire qu'il y a un mec, par exemple, qui est juste chargé de faire le focus tout le long de la captation. Il y a un réal, il y a quelqu'un qui est là. Enfin, voilà. Nous, tout ça, on n'a pas en mariage. On doit tout savoir faire. Et c'est comme pour les photographes. On est vraiment des véritables couteaux suisses. Et je pense que c'est important de le rappeler. Là où c'est facile, entre guillemets, c'est que celui qui s'intéresse au cinéma, celui qui va apprendre tous ces métiers méticuleusement, peut arriver vraiment à faire du coup du bon travail. Et c'est comme ça que ça passe. De qualité, ouais. Et il faut aussi éduquer du coup nos clients en leur expliquant ça. Voilà. C'est marrant parce qu'on a eu exactement la même conversation à Rise Up. Avec je ne sais plus qui. Mais en tout cas, c'est exactement ça, le fait d'être multicasquette, encore plus quand t'es vidéaste que quand t'es photographe. C'est vraiment impressionnant et ouais, c'est des détails en fait qu'on prend pas conscience avant de commencer. Parce qu'on se dit juste, ben voilà, il y a juste à filmer. Et en fait, non, parce que un film sans le son, sans les discours, sans un bon son, bien sûr, avec de l'immersion, etc., bah justement, il aura encore plus de sens et il aura plus d'efficacité que si tu mets juste des images bout à bout qui racontent l'histoire chronologique. Mais en fait, ça a beaucoup moins de parler parce que tu crées pas un film qui va te marquer. C'est juste redonner les souvenirs que une autre personne a vécu. C'est ça en plus le truc je trouve qu'il y a en différent quand tu crées vraiment un film par rapport à quand tu juste mets les rushs bout à bout, c'est que c'est une autre personne qui va prendre tes souvenirs en vidéo, en plan, etc. Alors que quand t'as quelqu'un qui monte vraiment un film, tu t'arrives plus à s'identifier dans ton histoire. Parce que bah forcément il y aura les éléments qu'on aura discuté en amont avec les mariés, les choses que tu auras pu remarquer aussi pendant le mariage qui va t'inspirer sur le montage par la suite et ça c'est un gros travail et c'est fort quand même.
Georges Lucas qui disait le son et les musiques, c'est 50% de l'expérience cinématographique. Voilà. C'est clair. Si t'as que les vidéos, c'est comme si tu avais 50% en moins finalement de l'expérience et l'expérience cinématographique, quoi. Donc tout ça est important. Ouais. Ouais, mais carrément. Et si vous deviez donner un conseil aujourd'hui à quelqu'un qui se lance ou qui veut évoluer, vous lui diriez quoi? de, de se poser la question de qui il est, qu'est-ce qui le fait vibrer, qu'est-ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a envie de donner, parce que quand on est dans l'image comme ça, on donne quand même beaucoup de notre personne, de notre temps. Et en fonction des réponses, c'est de chercher comment apprendre, ou se former en fait, parce que être photographe ou vidéaste, c'est pas simplement se former encore une fois à la photo ou à la vidéo, c'est un multiverse. Donc c'est vraiment d'abord de se positionner en se disant ok, moi je suis ça, je veux faire ça, je vais apprendre ça. Voilà, je pense que ça serait ça. Je suis d'accord. Travail d'introspection déjà sur soi, savoir qui on est, d'où on vient, etc. Une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qui nous touche dans le cinéma, qu'est-ce qu'on aime dans un film, arriver à avoir cette prise de hauteur et de dire en fait pourquoi là ça me procure de l'émotion quand je regarde ce film, cette scène-là particulièrement, arriver à l'extrapoler et après à l'appliquer et à se trouver en fait un style. Le plus dur pour moi, c'est trouver son style. Se trouver soi-même tout court, hein, parce qu'en réalité, c'est ça. Ton travail est intimement lié à ta personnalité aussi. Pour moi, le style, tu vois, souvent on nous pose la question, c'est quoi votre style? Mais notre style, en fait, c'est Adrien et Alison, en fait. C'est ça le style. C'est pas, voilà, j'aime pas trop quand on dit moody, édito, voilà, tous ces termes-là, c'est hyper réducteur parce que ça voudrait dire qu'on fait tous la même chose et qu'on est tous la même personne. Non, en fait, notre style propre, c'est qui on est avant tout. Belle réponse. Et c'est déjà la fin de ce podcast. Chouette. Merci beaucoup à vous. Vite, hein. Mais oui, ça passe super vite. Quand on parlait des heures de cinéma, mais carrément. Mais oui, c'est chouette. Et un petit rappel des infos par rapport à vous. Je sais qu'il y a 2 workshops, c'est ça, qui se font l'année prochaine. Ouais, 3 avec l'aquatique. On a notre workshop qu'on fait en duo photo-vidéo. Surtout là, ça va être axé vidéo, mais vidéo aussi d'apprendre par rapport à la photo. C'est pour ça que Ali, elle intervient aussi, qui est du 13 au 15 janvier l'année prochaine. D'ailleurs, il reste encore quelques places si ça intéresse des gens. Et après, t'as ton workshop. Oui, l'année passée, j'ai mis un terme à la première formation que j'avais donnée qui s'appelait Make It Bounce. Là, j'ai créé un nouveau format. En fait, c'est simple. J'ai créé le workshop que j'aimerais faire moi, mais que je ne trouve pas. Voilà, donc c'est sur 3 jours. C'est sur de la photo documentaire, mais pas que. Voilà, c'est aller explorer en fait pour se dépasser, parce que souvent on fait des workshops techniques, mais on s'arrête là. Et je pense que l'image, d'une manière générale, est beaucoup plus dense, beaucoup plus libre et peut aller beaucoup plus loin aussi. Donc c'est un nouveau format, ça s'appelle Amplify. Et pour l'instant, le programme, bien évidemment, est surprise puisque tout fonctionne sur l'intention de départ personnelle. Donc c'est-à-dire que chaque inscrit va venir avec un objectif personnel. Et en fonction, ça sera développé. Voilà. Ouais, c'est niveau 2 un peu. C'est un peu la suite. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà fait beaucoup de workshops, et notamment au niveau documentaire, technique, voilà, qui ont envie d'aller encore plus loin, mais sur un format différent, et ben voilà, je propose une alternative qui n'a jamais été faite. Je me sens tellement visée. Alors voilà, c'est assez libre. Au début, je l'avais ouvert qu'à ceux qui avaient fait Make It Bounce, parce que je connaissais le contenu de mon workshop et du coup j'étais partie sur le fait que ces photographes avaient ces bases-là. Finalement, je me dis que ça peut être ouvert à tous du moment qu'on a un peu d'expérience et qu'on est ok de réfléchir sur soi et sur ses objectifs. Et voilà. Et je propose une partie à côté mentoring en plus pour ceux qui le souhaitent et aller encore plus loin. Donc du coup, ça fait un mentoring de 6 mois, 1 an. Et c'est vraiment, c'est pas, enfin, je tiens vraiment à préciser, c'est pas une formation qui est tenue à ce que je fais moi. C'est l'accompagnement d'une personne sur l'analyse, parce que c'est comme ça que je vois la formation et j'adore ça vraiment, de réfléchir à comment évoluer et sans s'attacher à quelque chose, c'est-à-dire en se respectant soi. Voilà.
C'est un peu ce qu'on s'est appliqué l'un l'autre en fait en se rencontrant. C'est qu'est-ce que Alison m'a apporté, qu'est-ce que j'ai apporté à Alison, et c'est arrivé à se challenger comme ça, à se coacher mutuellement. Et du coup, voilà, on a envie de l'ouvrir aussi à d'autres personnes. Et moi, je sais qu'il y a eu clairement un avant-après, quoi. Je pense Pareil. pas que j'aurais continué la vidéo de mariage en 2021 sinon. Donc, ouais. Donc, de faire l'accompagnement. Formation vidéo du 13 au 15 janvier. C'est ça? Oui. Amplify, rappelle-moi les dates. C'est au mois de mars. Je ne sais plus. Bravo. C'est début mars. Ouais, Adri, il est plus calé que moi là-dessus, et c'est lui qui fait les promos. Et c'est vrai qu'on se dispatche un petit peu les. Ah ben là, je connais pas les dates non plus. C'est du 3 au 5 mars. Ok, parfait. Et du coup, le Underwater? Et il y a une partie aquatique qui est fin avril, du 27 au 30 avril. Là aussi, c'est un nouveau format, et c'est photo et vidéo pour ceux qui ont envie d'apprendre les techniques sous-marines. Voilà. Eh ben voilà, parfait, comme ça tout le monde a toutes les infos. Impeccable. De toute façon, ce sera dans la description, il y aura tous les liens qui vont bien, et comme ça vous pourrez aller les réécrire ou prendre des infos supplémentaires. Bah, merci beaucoup. Parfait, merci à vous. Bah, merci à vous. Un petit mot de fin que vous voudriez nous faire passer? À bientôt. Mot de fin. Ouais, à bientôt. Non, mais croyez en vous, croyez en vos rêves. C'est un peu banal de dire ça, mais surtout, voilà, faites un travail sur vous-même. Si vous êtes perdu, vous savez pas où vous allez, essayez d'affiner votre style et puis lancez-vous. En fait, n'ayez pas peur de l'échec. Lancez-vous, faites des projets. Allez sur le terrain, filmez, et puis ça marche, tant mieux. Ça marche pas, vous allez apprendre et vous allez enchaîner, progresser comme ça. Trop bien. Trop bien. Eh ben merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci. Merci. Ciao. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir accueillir pour ce premier épisode Alison et Adrien, avec un sujet qui parle forcément à tous, avec le sujet du souvenir. On vous donne rendez-vous les 28 et 29 janvier 2025 pour la 2e édition de Cocktail The Conf qui se déroulera à Lyon. Toutes les infos vont se trouver en description de ce podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube. N'hésitez pas à prendre vos places, à rejoindre aussi le Discord qui vous permettra de faire des super colloques et des super covoites pour venir à Lyon. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Et surtout, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce, vous abonner et à partager aux copains. Parce que plus on sera connu, plus on aura envie de vous donner des nouveaux sujets, d'approfondir certains points. Et puis nous, ça nous fait plaisir et ça mange pas de pain. Des bisous! À très vite!